Ça doit être là. Ah oui, voilà, c'est ça. Très Si bien. vous voulez, je suis pas obligée de vous les écrire, je peux vous les dire comme ça, hein, si ça vous arrange mieux. Ça vous arrange mieux? Pardon, moins de temps. Donc les astéracées, donc je vous disais, donc l'artichaut, le cardon, la chicorée, l'estragon, la litchi, vous allez très vite. Alors on peut dénoter l'artichaut, le cardon, On regardera sur Internet. c'est la dictée, hein. Je sais pas. Les Je pense chicorées, pas que ce soit la batterie. l'estragon, C'est parce que j'ai voulu la zoomer, litchi, j'ai pas dû. J'ai le dû appuyer pissenlit, là où il fallait. les salsifis et les scorsonnaires, c'est de la même famille. Je dirige. Et Ouais, les c'est ça. topinambours. Ok. Quand elle changera de place. Merci D'accord. beaucoup en tous les cas. Non, alors donc, si j'ai besoin de batterie, c'est Alors là que ça après, se passe. on a la famille des liliacées. Alors les liliacées, c'est tout ce qui est ail, oignons, échalotes, asperges, ciboulette et poireaux. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait. Voilà. Vous pensez à lys, hein, liliacées, comme ça vous donne une petite idée. Hein. Ensuite, on a les légumineuses. C'était autrefois appelé les légumineuses, mais maintenant ça s'appelle les fabacées. Alors, le haricot, les pois, oui, voilà, c'est bien. La luzerne, les fèves, oui, c'est bien, Catherine. Les lentilles et le trèfle. Après, une famille avec un nom un petit peu tarabiscoté, les Chénopodiacées. Oh là, c'est tout ça. Alors là, vous avez toutes les familles, vous avez toutes les plantes comme l'épinard, la betterave, les bêtes, hein, les bêtes de la poirée, Et le potiron. et la roche. Alors le potiron, il va venir après. Alors après, on est dans les cucurbitacées, Ah oui, voilà. potiron, Courgette. comment Courgette. concombre, oui, courgettes, melon, hein, toutes ces plantes-là. Et ensuite, on a les solanacées. Alors les solanacées, c'est la famille de la tomate. Donc on a tomate, pommes de terre, hein, le coqueret du Pérou et le piment. Hein, ils font tous partie de la même famille. Le coqueret du Pérou, c'est la morancache? Oui, oui, c'est ça. Oui. Ensuite, on a les labiers. Donc dans la famille des labiers, on a le crône et le thym. Alors labier parce que ça fait comme une petite lèvre en dessous de... Alors les crucifères, on en a parlé tout à l'heure, j'ai oublié d'ajouter, il y avait aussi le cresson dans les crucifères. Et puis ben voilà, c'est tout, on a toutes les familles de plantes. Donc une fois que vous savez déjà ça, vous savez que l'année d'après, il ne faudra pas revenir avec la même famille hein, dans votre carré potager. Et après, on a encore une autre catégorie de familles, parce que là, on est dans les plants potagers. Donc, on a des légumes fleurs, des légumes feuilles, des légumes racines et des légumes fruits. Donc, 4 catégories bien distinctes. Alors, dans la catégorie légumes fleurs, par exemple, vous avez toutes les plantes, les plantes médicinales dont vous voulez récolter les fleurs pour faire les tisanes, en outre. Et après, vous avez le chou-fleur et le chou brocoli qui font partie des légumes fleurs, parce que c'est la fleur qu'on va consommer. Hein. En légumes fruits, ben, je pense que vous avez déjà vu un petit peu, c'est des plantes du soleil souvent. La tomate. Voilà. Et après, voilà. Aubergine. Donc toutes ces plantes-là, toutes les plantes du soleil en fait. Ensuite, on a les légumes racines. Alors les légumes racines, on a une grande famille. navets, les carottes. On en a beaucoup de la famille des crucifères. Hein. Donc, mais la pomme de terre, vous savez, c'est une solanacée, mais en même temps, c'est un légume racine. Hein. On a la pomme de terre, les panais, les radis, enfin, tout ce qui fait une racine et qui va chercher dans le sol sa nourriture. Betterave, voilà, c'est ça, tout ça. Les carottes aussi. Alors, après, j'étais dans les légumes feuilles. Alors, les légumes feuilles, vous avez tout ce qui est laitue. Les poireaux, contrairement à ce qu'on pense, c'est un légume feuille, c'est pas un légume racine. Et puis vous avez encore les bêtes, les artichauts, les épinards, hein. Et puis le céleri branche, la chicorée, le chou et la mâche. L'oseille fait partie d'une autre famille, mais enfin vous consommez les feuilles si vous voulez. Mais l'oseille en général, vous avez un plant, c'est une vivace, donc elle va revenir d'une année à l'autre. Vous n'allez peut-être pas la mettre dans votre carré potager
potager parce que ça risque de vous prendre beaucoup de place. Il faut mettre des plantes qui ne vont pas rester trop longtemps. Parce que, comme je vous disais, il y a la rotation des cultures, il faut pouvoir aussi échelonner les récoltes pour avoir un peu de tout. Hein, vous n'allez pas mettre une seule variété dans votre carré. Alors la rhubarbe, c'est un légume feuille puisqu'on consomme les tiges, donc c'est un légume feuille. Hein. Mais ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Là c'est pareil, il vaut mieux la mettre ailleurs dans un coin du jardin. Voilà. Oui, ben c'est mieux. Même si vous plantez des pommes de terre, si vous voulez les mettre dans un carré potager, il vaut mieux éviter parce que vous n'allez pas mettre 2 plants de pommes de terre dans votre carré potager, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Il vaut mieux les mettre à part. Vous faites un petit rang de pommes de terre à part parce que c'est très volumineux, ça prend beaucoup de place et vous n'arriverez pas à mettre d'autres cultures. Alors, quand vous allez avoir, vous voyez, donc vous faites votre petit plan, hein, vous réfléchissez surtout bien à ça, et après, bah, c'est à vous de décider. Par exemple, si vous faites, je vais faire un titre d'exemple, voilà, on peut très bien délimiter ça, vous voyez, en 6 cultures, s'ils sont même plus que ça, hein, ça c'est à vous de voir. Hein. Alors, pourquoi faire comme ça? Parce que vous allez mettre une culture, par exemple, je ne sais pas, au mois de pois. Hein. Donc au mois de mars, vous allez planter des pois. Vous allez les récolter en mai ou juin. Et une fois qu'ils sont récoltés, vous n'enlèverez pas les feuilles, vous n'enlèverez pas les racines des petits pois. Parce que le petit pois, il est très riche. Il a sur ses racines, il a des nodules qui sont formés d'azote, comme le trèfle. Et ça va donner à votre culture suivante, par exemple de la laitue, ça va lui donner la force de pousser. Ça va l'enrichir. Donc, vous voyez, sans mettre le mange-tout. Oui, tout ce qui est petits pois, tout ce qui est toutes les plantes qu'on a vues tout à l'heure. Hein, voilà. Alors, les petits pois, ça fait partie aussi des légumes fruits. Bah oui, parce que vous consommez le haricot aussi, ça fait partie des légumes fruits. C'est compliqué, hein, quand il faut. Enfin, ça semble compliqué, mais vous verrez après, c'est un roulement. Donc là, par exemple, vous mettrez des petits pois. Alors à côté, vous allez regarder si il a une association favorable avec, par exemple, des carottes. Alors, les associations, je vous dis sincèrement, je ne les connais pas par cœur. Alors vous prenez, il y a toujours des petits guides qui sont faits. D'ailleurs, Madame Françoise Guittel en a fait là. Vous verrez, vous n'allez pas vous repérer au petit tableau. Vous allez voir dedans avant de planter si ça s'entend bien, parce que les plantes, c'est comme les gens. Elles sont copines avec certaines et pas copines avec d'autres. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut y faire attention. Parce que si vous mettez 2 plantes qui sont défavorables, avec une association défavorable, vous risquez d'avoir des problèmes de culture. L'une, elle va prendre sur l'autre, elle risque de croître plus fort et elle peut apporter des maladies. Voilà, c'est ça monsieur, elle peut apporter des maladies. Donc en général, vous voyez, on met quelquefois les carottes avec des oignons. Pourquoi mettons les carottes avec des oignons? Parce que l'oignon éloigne la mouche de la carotte. Hein, donc ce sont de l'ail, vous voyez. Après, parmi les fraises, on peut y mettre quelques poireaux. Donc si par exemple vous êtes fait un petit carré de fraises, rien ne vous empêche en juin de repiquer quelques poireaux entre vos carrés de fraises. Entre vos grandes fraises plutôt. Donc ce sont des associations bénéfiques. Comme la tomate aime bien l'association de la laitue, mais elle a horreur de la betterave. Et elle adore le chou. Elle se plaît bien avec les choux. Donc vous voyez, ce sont des... Comment? Non, pas de... Oui, pourquoi pas de pommes de terre, monsieur? Oui, mais pourquoi? Le mildiou. Parce qu'ils sont en partie de la même famille. Oui. Voilà. Donc là, automatiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on fait attention de ne pas revenir avec la même famille de plantes. Oui, c'est pas la même, c'est la même famille. Là, c'est la même famille, là, carrément. C'est pas parce qu'on est plantes, légumes, fleurs, c'est autre chose. Hein. Là, ça, c'est pour avoir une idée. Et les légumes, fleurs, fruits et feuilles, ça correspond aussi pour les gens qui jardinent en biodynamie et qui jardinent avec la lune. Hein. Voilà. Hein. À savoir que vous plantez en lune descendante tout ce qui est légumes racines et en lune montante tout ce qui est légumes feuilles. Voilà. Hein. Ça, c'est l'idée de base. Parce qu'après, il y a lune croissante et décroissante, mais je ne saurais pas vous expliquer, c'est très compliqué. Il faut suivre au calendrier lunaire, c'est plus facile. Et vous délimitez vraiment vos carrés? Oui, alors ça c'est un exemple, mais vous pouvez très bien faire. Physiquement. Oui, alors là vous allez faire avec par exemple un cordeau, puis vous pouvez délimiter avec des bouts de bambou ou autre. Hein, c'est à vous de voir. Vous créez votre potager hein, de toute façon. Le potager reflète la personne qui le fait, hein, de toute façon, ça c'est sûr.
Votre jardin, c'est votre âme qui transparaît au travers. Donc, oui, mais vous savez, il y a des jolis bordels aussi, comme voilà, de plantes, hein, attention, de plantes, attention monsieur, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un jardin tout bien rangé qui amènera un maximum de biodiversité dans votre jardin. Il faut penser à associer également des fleurs dans votre potager, parce que les fleurs, par leur odeur, elles sont un répulsif pour les insectes de certaines plantes. Comme avec les tomates, souvent on met des œillets d'Inde. C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que l'œillet d'Inde empêche le nématode, qui est un minuscule petit ver qui s'attaque aux racines des tomates. Et vous pouvez y mettre également, à la place des œillets d'Inde, il y en a qui trouvent quelquefois les plantes un petit peu désuètes, les œillets d'Inde, enfin bon, moi je trouve ça joli, mais c'est affaire de goût. Les cosmos ont exactement le même effet. Donc vous intercalez une par-ci par-là si vous voulez et puis après vous avez aussi des plantes aromatiques qui par leur odeur forte vont éliminer certains parasites au jardin. Alors mais par contre dans un petit carré comme ça, en plante aromatique, vous mettrez par exemple du persil et puis de la ciboulette ensemble, parce que vous savez que vous les retrouverez même en juin et même en automne, vous les aurez encore. Hein. Donc ce carré-là où vous aurez mis ces espèces d'aromatiques, il ne bougera pas celui-là, hein, jusqu'à la fin de la culture. Par contre, là, vous allez alterner au fur et à mesure, en tenant compte de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous alternerez vos cultures. Alors, je vais vous donner un autre exemple, je vais préparer un autre exemple. Je ne sais pas si vous allez tous voir là, je vais essayer de vous le mettre, comme ça vous verrez mieux. Voilà. À titre d'exemple, regardez. Donc vous voyez, là on a mis des navets, parce que le navet s'entend bien avec le pois avec la carotte. On est descendu avec une culture de laitue. Bon, les pois on en a mis 2 parce que les pois, bon, on ne se contente pas de 2-3 petits pois, on a envie d'en avoir un peu plus pour faire de la conserve. Après on a mis des radis, et là vous voyez on a notre petit carré persil ciboulette. Là on a mis un peu de roquette, et là de nouveau on a des laitues. Ensuite, vous voyez, regardez, à la place des navets, la culture a été terminée au mois de mai. Souvent, les navets, après, ils deviennent véreux, ils sont pas bons, ils sont secs. Donc, on a changé la culture et on a installé nos tomates. Pourquoi mettre les tomates dans un coin? Parce que la tomate, elle est très grande, elle prend beaucoup de place. Donc, il vaut mieux mettre toutes vos plantes qui vont prendre beaucoup de place et mettre plutôt dans un coin. Par exemple, les choux, c'est pareil, vous les mettrez plutôt dans l'angle. Hein, parce que sinon, comme ça, ils peuvent déborder un petit peu dans l'allée, hein, parce qu'ils ont un fort développement, et vous serez moins gênés, et ça gênera moins les cultures aussi qui vont être en place dans le milieu de votre carré potager. Donc là, vous voyez, on était aux petits pois. Les petits pois, regardez, qu'est-ce qu'on a mis après la culture de petits pois? On a une culture de poireaux. Pourquoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure. L'azote. Pour l'azote, voilà, pour l'azote dégagé. Hein. Voilà, là, ici, les radis, on a remplacé par une culture de haricots. Voilà, et puis là on en a mis 2 fois à la place des laitues. Voyez, et on a mis une plante qui est gourmande aussi, on a mis les aubergines ici aussi qui donnaient vers l'extérieur du petit potager. Alors après, tout à l'heure je ne vous ai pas dit, on a des plantes aussi qui sont plus gourmandes en compost que d'autres. En compost ou en biofertile comme on vend ici au magasin. Donc vous avez des plantes comme la tomate, la pomme de terre, et puis tout ce qui est courge, melon, qui ont carrément besoin d'une bonne portion de terreau, enfin de compost pour pouvoir pousser. Donc là on est. Alors on n'hésite pas à en mettre au moins 3 grosses poignées au pied quand on le repique, parce qu'ils en ont besoin. Oui, je vous en prie madame. Juste une question, la feuille que vous nous montrez, oui, là c'est quelle surface à peu près en réalité? Écoutez, là c'est à vous de créer. Si vous voulez faire sur vraiment des carrés de 1,20 m sur 1,20 m, vous faites ça pour avoir plus de facilité pour circuler. Un carré c'est 1,20 m. Oui, à peu près. Mais là il est fait plutôt sur un rectangle parce que là on a. Après c'est à vous de voir, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop compliqué non plus. C'est à vous de choisir. C'est pour avoir une idée comme ça. En général, le plus facile c'est 1,20 m sur 1,20 m. Comme ça vous permet de circuler correctement autour et puis vous y accédez plus facilement aux plantes. Vous n'êtes pas obligé d'aller complètement au milieu, vous voyez, ça va plus facile. C'est fou, je vais dire. Ça va être plus facile pour désherber et puis il faut y accéder. Hein, voilà.
Oui, mais un carré S'il d'un vous mètre plaît, vingt. madame. Le carré de petits pois. Oui, mais Non, le carré complet. Quand on part sur un potager en carré. Disons que 1,20 m, vous avez les 4 catégories ou 3 catégories. Oui, voilà. Dans un carré d'1,20 m, vous pouvez mettre par exemple 4 catégories de plantes. Tout ça? Ah non, pas tout ça. Ah non, là non. Vous voyez pas. Là, c'est un plus grand. D'abord, ça fait plutôt rectangle. Donc dans 1,20 m, un carré comme ça d'un mètre 20, on peut mettre la largeur. pas grand chose. Oui, c'est plus petit. 1,20 m, sincèrement, c'est plus petit. Non mais moins dans Pardon? Tout à l'heure, vous aviez parlé de fleurs répulsives qu'on pouvait Oui. mettre. Vous les mettez au milieu de chacun des petits carrés ou vous les mettez aux alentours? Vous pouvez les mettre soit parmi les plantations, par exemple si vous avez votre anglétude, vous avez votre anglétude, je sais pas, comme ça, voilà, et entre deux vous pouvez mettre quelques fleurs. D'accord. Mais vous pouvez en mettre aussi sur les côtés si ça vous dit, mais il faut voir toujours l'encombrement. Il ne faut pas non plus que ce soit que ça gêne si vous voulez. Il faut y réfléchir. Il faut voir la plante au départ comment elle va être une fois qu'elle va arriver à maturité. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, les aubergines et les tomates, ça prend énormément de place. Le chou c'est pareil, ça prend une envergure pareille. Si vous le mettez au milieu, complètement au milieu du carré, vous n'allez plus. Voilà. Il y a d'autres questions? Non? Les délimitations que vous avez faites, elles sont superficielles ou profondes? Ah non, vous les faites superficielles, c'est juste pour vous donner une idée de la culture. Non, c'est pas pour le séparer. Ça n'a rien à voir, c'est pas pour séparer. Vous pouvez tendre soit avec un cordeau, vous voyez, avec une ficelle, ou alors vous séparez avec des bambous, tout simplement. C'est pour avoir une idée, si vous voulez, de ce que vous allez mettre dans ce petit carré-là. Voilà. C'est juste ça en fait. C'est pas. Oui. C'est bien de mettre des capucines. Ah oui, la capucine. Parce que la capucine, c'est une plante haute. Donc elle va amener tous les pucerons. Et les pucerons n'iront pas sur les autres plantes. Donc c'est l'avantage. La capucine, ça court. en gros, on peut la mettre en bordure. En plus, si vous la mettez collée, elle va tout coloniser, elle va s'étaler et ça risquerait de faire un petit peu de désordre. Moi j'ai fait des potirons l'année dernière, je les ai fait couvrir dans mon allée. Oui, alors En fait, ça ne me prenait pas tant de place que ça. Je les ai dirigés à l'extérieur de mon bac. oui, les potirons, on peut faire. Les concombres, on peut les mettre aussi sur des tuteurs. On pense jamais, en général, on les laisse courir comme ça, mais sur des tuteurs, ça va très bien. J'ai même vu des gens qui mettaient des courgettes sur tuteurs aussi. Il y en a qui le font. Moi, j'ai jamais essayé. Il faut dire que j'ai pas du tout la même surface. Moi, c'est pas l'esprit d'un potager en carré puisque j'ai suffisamment d'espace. Mais l'avantage d'un potager en carré, c'est quand par exemple on n'a pas un très grand terrain, ou on peut le mettre par exemple au milieu d'un carré de pelouse ou autre. Vous voyez, c'est un gain de place et en même temps ça permet de produire quand même quelques légumes. Et c'est joli, c'est vrai que c'est très très beau. C'est une fois terminé. Ouais. Est-ce que vous avez des questions encore ou pas? Après, je vais vous expliquer comment il faut repiquer les salades et les choux. Parce que ça, quelquefois, on fait quelquefois des bêtises. Oui. Attention, madame. Excusez-moi. Et l'autre Alors, madame ça aussi, dépend de là. quel verre blanc il Marron, s'agit. marron, voilà. Alors, le gros verre blanc, il n'y fait rien du tout, c'est la larve de la cétoine. C'est un décomposeur du sol. C'est pas lui. Alors, le topin, c'est un verre orange, très fin, un verre fil de fer. C'est lui qui mange les salades. Alors, vous avez du topin, en général, c'est quand vous enfouissez votre compost. Il ne faut jamais enfouir du compost du fumier non décomposé dans la terre. Il vaut mieux le mettre en surface. Alors, le topin, moi c'est 0 pesticide, donc plus rien de fougère. Pur. Vous désinfectez votre sol avant. Alors le topin, souvent il a un cycle de vie, il commence vers le mois de juin jusqu'au août à peu près. Il y a des gros ravages à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là. Il faut le faire juste avant de planter vos salades. Comme ça vous êtes sûr de ne pas en avoir après. Oui, le petit orange, voilà. Alors, tous les purins, c'est 1 kg de plantes pour 10 litres d'eau. Maintenant, ça dépend du temps.
Par rapport 10 jours. 10 jours de macération. à 10 jours. Ça dépend de la chaleur. Oui, après, vous pouvez planter tout de suite. Avec sur un effet du terrain, Oui. ça aurait été combien de temps par rapport à la durée des récoltes? Ah, alors ça, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas technicienne. Parce que si c'est, Je ne peux pas vous dire. maintenant, Oui. Si vous avez déjà désinfecté votre sol avant, voilà, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Hein. Voilà. Après, pour les pommes de terre, vous avez une plante aussi qui s'appelle le ricin. 1 kilo de fougère dans 10 litres d'eau, 10 jours. Il faut remuer tous les jours. J'ai jamais fait, Le mais ricin sanguin. Et... Il y a le ricin rose maintenant aussi un peu plus décoratif, mais il faut la même. Mais dans un petit potager en carré, ça fait des grandes plantes. Il vaut mieux pas mettre ce genre de plantes-là, ça va faire trop de place. Ça va vous prendre trop de place, trop d'espace. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, même concernant autre chose? N'hésitez pas. Je voulais revenir sur l'acétoine dorée tout à l'heure. C'est un décomposeur du sol, l'acétoine dorée. Hein. Elle décompose toutes les matières. D'ailleurs, vous pouvez regarder, à l'occasion, vous avez un pot avec du vieux terreau dans votre jardin, et bien vous allez trouver une multitude de vers blancs. oui, ça, Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire leur travail. Et l'acétone dorée, on la voit souvent à l'été sur les roses. Elle aime bien les se mettre sur les roses. Oh, ça peut arriver qu'elle fasse un petit peu de dégâts, mais c'est pas bien important par rapport à tous les services qu'elle nous rend. Hein. Parce que toutes les matières, c'est vraiment rien du tout. Par contre, après, il y a la larve du hanneton qui est blanche aussi, mais qui a un cycle de vie de 3 ans, donc elle est beaucoup plus profonde dans le sol. On la retrouve aussi beaucoup quelquefois dans les pelouses. Le taupin, on le trouve souvent dans les pelouses. Hein. On le voit assez souvent dans les pelouses. les gros vers blancs. Ça dépend comment on achète. Oui, c'est bon, c'est pas bon ça. Oui, c'est de l'acétoine dorée. Ah, c'est ça. Oui. On voit, si vous voulez faire transparence, la larve de cétone dorée, on voit sa peau noire à l'intérieur. Et elle est très grosse, elle est enroulée sur elle-même. C'est la larve de l'acétoine dorée. Donc il ne faut rien lui faire, il faut la laisser travailler. Alors vous la récupérez, vous la mettez dans votre compost, si vous ça vous dérange. Mais il ne faut surtout pas s'en débarrasser. Les petits parasites, les petits déchets. Non, ne prenez pas. Elle ne mange pas les racines de salade. Et s'attaque aux végétaux morts. Donc ça ne peut pas s'attaquer aux racines de salade. Oui, le bois décomposé, les feuilles, dans les feuilles mortes, dans un tas de feuilles mortes. Ah oui, non, il ne faut surtout pas vous en débarrasser. Ce sont des auxiliaires du jardin. Comme on a des auxiliaires insectes au niveau des plantes, on a aussi des auxiliaires au niveau de la faune souterraine. C'est pareil. Comme le petit cloporte, c'est pareil, c'est un grand décomposeur des matières. Il décompose tout ce qui est matière brune, le cloporte. Donc tout ce qui est bois, tout ce qui est feuilles, voilà. Il ne faut surtout pas vous en débarrasser. Ce sont des petites bêtes qui sont utiles aux jardiniers. On a tendance à toujours vouloir tout éradiquer, mais dans votre jardin, si vous avez un maximum de choses, vous allez créer une biodiversité, et c'est ce qui donnera l'équilibre. Parce que vous allez avoir des gros qui vont manger les petits, etc. C'est une chaîne alimentaire. Donc il ne faut pas vouloir toujours essayer de tout enlever. Après, si vous vraiment vous êtes embêté, vous pouvez avoir recours, comme je disais, le purin de fougère aussi, il détruit du puceron également. Donc vous pouvez avoir recours au purin de fougère, mais le purin d'ortie, c'est plus un engrais. C'est un engrais le purin d'ortie, contrairement à ce qu'on pense, c'est un engrais. Après, vous avez le purin de consoude aussi, hein, qui va vous amener l'équilibre. Le purin d'ortie vous donnera l'azote et le fer, et la consoude vous donnera la potasse, donc ce qui donnera la floraison et la fructification après par la suite. Il faut être observateur, comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir, faut écouter, il faut regarder la faune, il ne faut pas vouloir essayer. Nous les hommes, on essaye toujours de tout détruire sur notre passage, mais on a tort parce que toutes les petites bêtes, elles étaient là bien des siècles avant nous, et ça a toujours vécu en harmonie, et c'est vrai qu'on fait des bêtises à vouloir... la prêle aussi. Alors la prêle c'est un antifongique, monsieur, mais on a du mal à le plus loin. Dans notre département, on a du mal à en trouver. Voilà. Mais c'est excellent la prêle. Hein. Mais par contre, là, elle se met en décoction, pas en macération. Plus haut. Et il ne se conserve pas très longtemps, pas plus de 8 jours. Tandis qu'un purin d'ortie, quand il est bien fait, vous mettez dans des bouteilles, vous mettez au frais, vous conservez ça 1 an. Hein, il n'y a pas de souci. Vous les mettez à la cave, vous ne trouvez pas qu'il y a une bouteille de vin, parce que ça n'aura pas le même goût.
c'est bénéfique à la santé quand même, puisque c'est plein de fer. Un peu plus tard. Ouais, c'est bon. On prend pas de la digitaline. Un peu. Ouais, ça devrait aller. Pas bon, je sais pas ce que ça veut dire. Ça se met, est-ce que ça se met dans son Ah oui, c'est le cycle en fait. Par contre, quand on plante des pommes de terre, on peut en mettre une poignée dans toute plantation. Hein, c'est très bon, c'est de la potasse, hein, la cendre. Mais faites attention, n'en répandez pas trop, parce que la cendre, elle peut avoir un effet aussi désherbant. Par contre, les rosiers adorent la cendre de feu de bois. Alors faites attention, de la cendre de feu de bois, mais pas n'importe quel bois non plus. Il ne faut pas des bois traités, parce que vous allez le retrouver après dans la cendre également. Hein. Ça, alors dans le compost, on peut en mettre un petit peu, mais enfin, il faut pas trop. C'est toujours avec modération. Là, il faut faire attention. Oui. Et la cendre des végétaux qu'on a brûlés de taille, Ah oui, bah ça c'est très bon, hein, ça très va bon enrichir. Ah oui, ça c'est ça très bon. n'acidifie pas le terrain. Ah non, ce qui acidifie, on a déjà des terres très acides ici en Bretagne. Non, ça va l'alcaliniser un petit peu. Hein, D'accord. Parce qu'il y a une teneur en calcium aussi dans la cendre. Donc ça va l'alcaliniser, ça sera autre chose. Vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce qu'on peut associer les tomates et les courgettes? Parce que j'ai entendu dire que c'était pas terrible. Hein. Alors, bonne question, je ne sais pas par cœur. Je suis comme vous, je suis jardinière amateur. Hein. Alors, c'est bon. Alors les courges et les potirons, c'est bon avec le maïs et la pomme de terre, et défavorable avec le radis. Mais il n'y a pas de contre-indication avec la tomate. Ok. C'est pas le Bon, alors je vais vous faire voir comment planter une salade. Parce que... Alors, c'est la saison de mettre des petits plants de salade ou des plants de brocoli. Enfin, c'est des brocolis, bien sûr, qui sont une variété là, qu'on peut mettre maintenant. Parce qu'après, vous en avez pour avoir des récoltes pour l'hiver. Hein. Ça, dans toutes les variétés de plantes, il y en a qui vont supporter le froid et d'autres qui ne supportent pas. Alors là, on peut les mettre maintenant et vous les aurez juin jusque à peu près. C'est un petit peu sec. Alors, vous voyez, dans un plant de salade, même dans un plant de fraisier, c'est pareil. Hein, et un plant de chou, c'est exactement la même chose. On a le collet de la plante ici, là. Vous voyez, tout ça ici. Vous voulez que je monte sur les strates pour vous savoir ce qu'on Voilà. Vous voyez, regardez là. Ça, ici, c'est le collet de la plante. Là. Alors, on va faire attention quand on va le repiquer, surtout à ne pas l'enterrer. Parce que si on lui serre la terre comme ça tout autour, hein, si on y met la terre jusqu'en haut, bah, il ne va pas pouvoir se développer. Et vos salades, elles vont être chétives, elles vont avoir du mal à démarrer. Elles ne pourront pas faire des belles pommes. Donc, quand on va, on fait son petit trou, et on met son plant de salade comme ça. Vous voyez, il doit fleurir là. Et on doit pouvoir, vous voyez, regardez, il doit pouvoir bouger comme ça. Tout simplement. On va juste passer un peu la motte en dessous pour que l'été s'enracine, mais il doit bouger. Il ne doit surtout pas être étouffé au niveau du collet. Vous pourrez venir voir après si vous voulez. Alors on fera exactement la même chose avec le chou. Donc le chou c'est plus visible hein, le collet là, parce que bon, déjà comme c'est une crucifère, on voit déjà il y a sa racine qui va être beaucoup plus profonde, hein, qui va aller chercher au fond du sol ses nutriments. Et là on voit bien le collet, il est ici. Là, hein. Donc là, vous voyez ça c'est la racine, là. La petite partie violette là, c'est la racine en fait déjà. Donc là on va planter jusque là seulement. Vous voyez, de façon à ce c'est pareil, qu'il puisse respirer. Puis après les arrosages toujours au pied, pas à même les feuilles, hein, parce que ça favorise des maladies après. Hein. Tu veux essayer? Non, tu veux pas essayer? Tu vas nous montrer. On ne mouille pas la Oui, s'il vous plaît. Attention là, Madame Violette. Là on est dans une salade en motte. Si vous aviez par exemple un plant de racines, un plant de salade à racines nues, là vous couperiez un peu les feuilles et un peu les racines. Hein. On ne mouille pas la motte avant de planter? Si, mais là ah oui, d'accord. Je vous ai prise comme ça, mais il vaut mieux mouiller la motte, c'est mieux. Et alors après, surtout pour économiser l'eau, le paillage. C'est très très important le paillage. Donc, mais par contre, il faudra faire attention à ne pas étouffer non plus le plant, c'est toujours la même chose. Donc ici, on a de la cosse de sarrasin, donc que vous trouvez dans le magasin. Et là, vous allez en mettre tout autour, mais en veillant à ne pas en mettre, si vous voulez, juste au bord de votre plant. Là, vous voyez, il faut que un petit peu autour, il n'y ait pas de paillage, pour que la plante puisse respirer.
Alors, en cause de sarrasin, il faut mettre 3-4 cm maxi. Il y en a qui préconisent 8 cm, je vous le déconseille. Parce que 8 cm, après, ça fait plaquage, ça fait chaume, et l'eau n'arrive pas à pénétrer. Et les chats adorent ça en plus. Ah oui, les chats, ils aiment bien ça. Et les merles aussi, hein, ils aiment bien les fouiller par les. Il y en a un peu partout. La ville, vous savez, il reste tous les fois encore des graines dedans. Il y a encore quelquefois des graines, donc on cherche en fait. Hein, normalement, c'est des limaces. Des sachets de graines. Bah oui, oui. J'en ai mis un paquet là-bas. glisse Ils sont dans dessus. le sac oreiller. Est-ce que tout le monde entend bien? Ça va? Oui. Impeccable. Vous êtes sérieux en tous les cas. Alors, là, vous pouvez faire un paillis avec des fougères. La fougère éloigne les limaces. Voilà. Donc, il y a encore des fougères sèches. Allez en ramasser. Voilà, vous la broyez comme ça dans vos mains, vous la mettez autour. En plus, c'est un petit peu... Bon, ça pique. Alors, la limace, elle n'aime pas trop de piquer, donc elle va avoir du mal à aller. Après, bon, quand les limaces, il y a du marc de café aussi, mais il faut remplacer assez souvent. Il y a des petites recettes comme ça. Oui, mais ça n'éloigne pas. Les limaces, elles sont habituées, elles arrivent quand même à ramper, même sur la cause de sarrasin. Avec leur mucus, c'est... Les coquilles d'œufs. Oui, oui. Les coquilles d'œufs broyées. Ah oui, les coquilles d'œufs broyées aussi. Oui, il faut des choses en fait qui les empêchent de pouvoir ramper. Hein, c'est ça. Alors, ah oui, ici en Bretagne, surtout ne pas mettre d'écorce de pin. Parce qu'on a déjà des terres très acides. Si vous remettez de l'acidité par-dessus, c'est négatif. Donc vous avez le choix dans les paillis, hein. Il y a de la cause de sarrasin, il y a de la paille de froment, il y a de la paille de chanvre, il y a de la paille de lin. La paille de lin, ça a tendance à s'envoler, c'est un petit peu son inconvénient, mais c'est joli. Et après, il y a quelque chose de tout simple. Vous avez sans doute des haies dans votre jardin, vous les broyez. Pas besoin d'avoir un broyeur, si vous n'en avez pas, vous avez la tondeuse qui va vous servir de broyeur. Et vous récupérez tous vos paillis, vous mettez au pied, tout simplement. Hein. Ça, c'est après, c'est à vous de voir. Ça dépend de la superficie que vous avez. Et, il y a toute façon. Et après, vous avez aussi vos tontes de gazon. Les tontes de gazon, vous les mettez à sécher pendant au moins une semaine. Donc, vous les retournez sur une bâche. Et une fois sèches, vous pouvez les mettre autour de vos plantes. Alors, par contre, la tonte de gazon, vous pourrez la mettre fraîche quand vous repiquerez vos poireaux. Parce que le poireau adore l'azote. La pelouse fraîche, c'est de l'azote. Donc, le poireau, il va mieux se développer. Alors il faut faire attention, il commence à y avoir, en vous parlant du poireau, il commence à y avoir beaucoup d'attaques de la mouche du poireau, qui est une sacrée, qui commence à monter, hein, qui était dans l'Est, qui arrive même en Bretagne. Et là, il faut être assez prudent. Quand vous avez une infestation, surtout, il faut tout enlever, il faut tout brûler. Il faut surtout pas le mettre au tas de compost, hein, parce que vous allez récupérer les petits bestioles. C'est la mineuse du poireau, c'est un petit ver si vous voulez qui s'attaque au fût du poireau, hein, voilà, qui vient du sol, qui s'attaque. Donc la mouche, je saurais vous dire à quelle époque elle vient pondre, et puis après elle descend dans la terre et elle vous mange. D'ailleurs les poireaux ils sentent mauvais en général, ils ont une mauvaise odeur parce que ça rentre en décomposition. Hein. Voilà, il faut faire très attention. Hein. Ça c'est, méfiez-vous si vous faites du jardinage, pensez à ça. Pour vos plans futurs, mais essayez toujours de désinfecter avec un petit peu de purin de fougère parce que c'est déjà bon pour beaucoup de choses. Là, c'est pas forcé que ça marche parce que c'est un gros prédateur, mais ça peut déjà servir pour vous, enfin pas pour les éliminer complètement, mais pour protéger quoi en fait, hein, surtout pour la protection. Pour les limaces, la cendre oui. Oui, mais c'est pareil, il faut renouveler, puis aussitôt qu'il pleut, c'est fichu. Hein. Autrement, j'ai entendu dire que les cendres, elles attendent un an pour les utiliser. Ah ça je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Nous on les utilise telles quelles à la maison et on n'a pas de soucis. Hein. Ah ouais, on les utilise tout de suite. Alors moi dans le trou des plantations de tomates, je mets une poignée de feuilles d'ortie, une poignée de consoude et à l'occasion je rajoute un petit peu de cendre de feuilles de bois aussi. Voilà, comme ça il y a tous les éléments et elle va démarrer. Et mon plant de tomate, moi je le plante couché, très profond et couché, jusqu'aux premières feuilles. Comme ça, ça va permettre, vous savez, tout le long de la tige, il y a des minuscules, des petits cils, hein, voilà. Et tout ça, ça va former des racines.
c'est autant de racines qu'il y aura et c'est autant d'endroits où la plante elle va pouvoir aller puiser sa nourriture dans le sol. Plus c'est profond, mieux la plante elle se développe. Comment? Vous pouvez développer Oui. la notion de coucher. Je vais prendre un planchou. Non, c'est pas tout à fait pareil. Il va peut-être pas trop aimer. Non, c'est pas...